Bonjour à tous mes lions, j'espère que vous allez bien. C'est un bonheur pour moi de vous retrouver à nouveau pour la revue hebdomadaire des marchés. Et oui, pour ceux qui l'auraient loupé, j'ai enfin trouvé mon format pour les shorts. Il s'agira d'une minute quotidienne de revue des marchés. Cela me permettra de compléter l'actuelle revue hebdomadaire et aussi de vous accompagner au quotidien. Vous pourrez la trouver sur TikTok ou YouTube Short. Concernant mon message épinglé, je vais certainement le modifier. Vous pourrez toujours retrouver mon contenu pédagogique ainsi que les liens vers YouTube et TikTok. J'ai vu passer une information assez drôle sur Twitter, relayée par notre ami Tagado. Si Donald Trump est réélu, il confiera à Elon Musk un rôle à la direction d'un département qui aura pour but de réaliser un audit complet sur l'efficacité du gouvernement. Et regardez l'acronyme. Donc en anglais, ça fait Doge. C'est très drôle. Par contre, le Doge n'a pas du tout réagi. D'ailleurs, pour parler du Doge, il a fait son entrée à nouveau dans son range du bear market. Nous sommes venus nous appuyer même sur le milieu du range. C'était le 5 août. Est-ce que je pense que le Dogecoin est terminé? Absolument pas. À titre personnel, il s'agit là d'une magnifique zone d'achat. Maintenant, la question à $1 million, est-ce qu'il va nous faire un nouvel ATH? Personne n'a la réponse à cette question. Ce qui est certain, c'est qu'il avait environ 80 milliards de dollars à l'ATH en 2021 et que, au vu de sa dilution naturelle, pour retrouver cet ATH, il lui en faudrait 100 milliards. Déjà, retrouver son ATH lui demandera un peu plus d'efforts qu'en 2021. Par contre, ce qui est vrai également, c'est que le Dogecoin existe depuis plus de 10 ans maintenant et qu'il nous a toujours fait un nouvel ATH sur chaque cycle. Alors je suis assez peu partisan du cette fois c'est différent. En raison de Solana, de Pump Fun, etc. Il y a beaucoup moins de liquidités qui peuvent être injectées dans Dogecoin parce que c'est beaucoup plus dilué dans le marché du même coin, c'est vrai, mais personne ne peut dire est-ce qu'il y aura une rotation des capitaux entre mêmes coins. Personne ne le sait. Que s'est-il passé cette semaine? Nous en avons déjà parlé sur Twitter, mais les données sur le chômage ont été essentiellement mauvaises, du moins mercredi et jeudi. Heureusement, la nouvelle la plus importante de la semaine, le taux de chômage est sorti au niveau attendu, de 4,2%. Quels impacts sur les marchés? Jeudi, je vous parlais du FedWatch qui était dans une grande indécision. Il y avait en effet un ratio de 45 pour 55 avant les nouvelles sur le taux de chômage. Aujourd'hui, le consensus s'est un peu plus décidé et part plutôt sur une baisse des taux de 1 point de base, dite plus normale et pas en catastrophe, ce qui est positif pour les marchés. Rappelons qu'une baisse catastrophe veut dire que l'économie est en train de s'effondrer et que la Fed n'a pas de choix, n'a pas de marge de manœuvre dans sa politique monétaire. Donc là, le marché est en train de pricer que ce n'est pas le cas et que la Fed pourra faire sa politique comme elle l'entend. Donc c'est vraiment positif. Le VIX, l'indice de la peur, je vous en avais parlé également sur Twitter, clôturé cette semaine avec une hausse de 50%, témoignant de la nervosité de la semaine. Autre témoignage de la semaine, le crypto Fahrenheit qui a été dans la peur, voire l'extrême peur, toute la semaine. Nous sommes aujourd'hui à 23. Et regardez, depuis un mois, nous sommes dans la peur. Je vous avais fait un article sur Twitter parlant d'ailleurs de 23 jours sous la barre des 35, donc dans la peur, en un seul mois, ce qui est vraiment énorme. La map des liquidations nous montre toujours la zone des 60 000 qui maintenant est accompagnée et commence à partir des 58 500. Il s'agit là de la zone majeure de liquidation à l'heure actuelle. Sur Bitcoin, nous avons un support très visible qui s'étend donc des 51 000 $ aux 48 000 $. Mais comme discuté dans la revue quotidienne des marchés, attention avec les supports que tout le monde voit. Il s'agit effectivement du bas de canal baissier, également de la zone du point bas du 5 août, mais d'expérience, quand tout le monde le voit, soit ça casse violemment, soit on n'y va jamais. Afin d'illustrer mon propos, voici la map des liquidités qui montre bien qu'une grande partie des acheteurs s'attend à un retour sur la zone 48 000, 47 000. Donc c'est le bas de la zone dont je parlais. Donc pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que la liquidité et est-ce que ça a un lien avec les liquidations dont je parlais tout à l'heure, avec la map des liquidations, ce n'est pas tout à fait la même chose. Les liquidités sont des ordres. Donc ici vous avez principalement les ordres acheteurs. De ce côté-là, vous avez les ordres vendeurs.
broker. Donc il s'agit d'ordres posés sur le marché, des ordres limites. Contrairement à la map des liquidations, qui sont des ordres forcés, c'est-à-dire que la position vendeuse sera coupée à ce niveau-là. C'est-à-dire que le broker coupera votre position, que vous le vouliez ou non. Bien entendu, il y a des appels de marge en amont, contrairement donc à des ordres limites placés sur le marché par les investisseurs eux-mêmes. Les liquidations sont des ordres forcés et évidemment en perte. Un petit peu dans ce thème, et pour parler de volatilité et puis de liquidité, j'ai eu une question intéressante sur Twitter qui me demandait combien de cycles nous avions encore devant nous avant que le Bitcoin ne devienne comme les marchés traditionnels en termes de volatilité. Il faut bien comprendre que volatilité et liquidité sont liés. C'est-à-dire qu'un marché qui a peu de liquidité, donc qui est peu liquide, est un marché qui est plus volatile. Et pourquoi? C'est simple. Si vous avez un marché extrêmement liquide, cela signifie que vos transactions trouvent immédiatement une contrepartie. Si vous vendez, vous avez immédiatement un acheteur. Si vous achetez, vous avez immédiatement un vendeur, etc., etc. Donc un marché liquide, par définition, est un marché moins volatile. Pour vous illustrer ce que je viens de dire, regardez cet exemple ici. Cette grosse bougie ici, c'était la conséquence d'un manque de contrepartie. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros ordre de vente exécuté ici qui était suffisamment gros pour ne pas trouver suffisamment d'acheteurs pour le compléter jusqu'à ce niveau-là. Il faut vraiment que vous preniez les marchés comme deux côtés. C'est le principe même du carnet d'ordre, offre et demande. D'un côté, vous avez les vendeurs, de l'autre, les acheteurs. Et donc, pour répondre à la question « Combien de cycles nous reste-t-il avant qu'on ait un Bitcoin aussi volatile, par exemple, que le SP500 ?» Nous devons déjà comparer les capitalisations boursières. Et à l'heure actuelle, le SP500, c'est entre 25 et 30 trillions de dollars, là où le Bitcoin n'en a que 1. Donc pour l'instant, on a de la marge. Mais allons un peu plus loin. Ça, c'est une carte avec les magasins qui acceptent du Bitcoin. Si on veut un Bitcoin qui soit massivement adopté, il va falloir passer par des commerces qui acceptent le Bitcoin. Donc il n'a pas vraiment de réponse à cette question. Ce qui est certain, c'est que nous sommes sur, à mon sens, plusieurs années, voire décennies. Peut-être que je serai encore là pour vous parler au quotidien, qui sait. Hier, je vous ai fait un petit post au sujet d'Ethereum qui approchait dangereusement de son point bas du 5 août. Je vous ai déjà parlé de ce point bas. Pour moi, il fait office de point bas jusqu'à preuve du contraire. Donc tant qu'il n'est pas cassé. Nous avons rebondi juste avant pour l'instant, mais il est clairement trop tôt pour se prononcer. Je vous avais notamment parlé du support suivant qui est nettement plus bas sur la zone des 1600 $. Et là encore, un support visible comme celui-là risque de ne pas être atteint. Le rebond se fera probablement avant. Hier, je vous partageais également la map des crypto-monnaies qui était dans le rouge. Ce matin, cela va un peu mieux, mais rien de très prononcé pour l'instant. Parlons maintenant des résultats d'entreprise pour la semaine. Il n'y aura pas grand monde d'intéressant, si ce n'est peut-être Oracle lundi, après la clôture des marchés. Concernant les news économiques de la semaine, nous aurons une seule et unique nouvelle importantissime. Il s'agira de l'inflation mercredi. L'inflation américaine est attendue à 2,6%. Il s'agit bien évidemment de la deuxième donnée importante scrutée par la Fed afin de prendre ses décisions. Elle sera donc observée attentivement par le marché. Voilà, cette revue de marché est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit feedback dans les commentaires. Prudence sur les marchés. Ciao, ciao.